d'avoir été avec nous. On entre dans la dernière ligne droite de cette première journée de Grand Océan. Juste avant de vous annoncer ce qui arrive, je tenais à ce qu'on applaudisse très fort Xavier Gors, dessinateur de presse, qui est avec nous depuis le début cet après-midi et qui nous fait beaucoup rire avec ses dessins. Il illustre les propos avec son regard très acéré. Il sera encore avec nous demain. Samedi, cette journée va se terminer avec la conférence de clôture de l'ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes, envoyé spécial de la présidence de la République et président du Musée national de la Marine. Accueillons monsieur Olivier Poivre d'Arvor. Merci à vous. Merci à vous toutes et merci à vous tous. D'abord, vous dire la joie pour un Breton de se trouver en Normandie. Vous portez le message du président qui viendra à Cherbourg et qui est déjà venu, mais qui devra venir pour une prochaine édition de Grand Océan, évidemment, si vous l'invitez, à la suite de Monseigneur, de Prince Albert, que je salue et que je suis heureux de retrouver toujours là où il faut être, à ces endroits d'engagement pour l'océan, pour la biodiversité, pour le climat. Féliciter tous ceux qui ont créé cette manifestation et les élus qui ont un engagement, les entreprises qui l'ont accompagné. Je crois que c'est très important que le Cotentin, dans ce Finistère de la Normandie, ait cet endroit qui permette de réfléchir, de penser, d'inviter les meilleurs à l'échelle internationale pour porter en effet ce message au-delà de la France, au reste de la planète, de traverser la Manche, mais bien au-delà. C'est extrêmement important, ces rendez-vous qui sont faits et qui sont là aussi, évidemment, pour non seulement accueillir du public, mais faire entendre la voix du public. Dans le fond, les voix de la mer sont assez peu entendues quand elles sont celles des citoyens. On entend souvent celles des politiques qui essayent d'annoncer des bonnes nouvelles. Mais je crois que ce qui fait probablement, ce qui fera les belles années de nos sujets, celle du climat, celle de la biodiversité, celle de l'océan, c'est cette génération océan, cette génération climat, cette génération biodiversité qui se crée avec une conscience très nouvelle de la planète. Il faut en excuser les anciens. Ce n'est pas la peine de s'attaquer toujours, en effet, à l'histoire. Il faut d'abord reconnaître ses propres responsabilités. Cette histoire dont nous parlons et dont Tara, finalement, est un de ces emblèmes français formidables, comme l'ont été en leur temps les grandes figures, mais la différence, c'est que Tara, c'est pas un homme, c'est un peu une femme, c'est Agnès B, un peu, beaucoup même, mais c'est pas uniquement Romain, c'est toute une équipe, et qui est à la suite de ces grands noms qui ont été évidemment les Cousteau, les Paul-Émile Victor, portent cette excellence française d'explorateurs, mais en même temps de la science aux quatre coins du monde. Mais ces histoires-là sont nouvelles. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont nés en 1984, mais c'est une date clé. Jusqu'en 1984, je pense que même le prince Albert, qui savait déjà beaucoup de choses, ne savait pas que le climat allait aussi mal. On doit cette découverte de ces effets du changement climatique, cette catastrophe climatique qui s'annonce, pour avoir parlé il y a quelques heures encore avec le nouveau président du GIEC, qui sera notre invité à Paris. Les chiffres ne sont pas bons. Je laisserai le GIEC s'exprimer sur ces sujets. Mais enfin, le point 5, le degré 5, c'est vraiment c'est pour les enfants. Hein. Donc pour les adultes que nous sommes, nous serons évidemment au-delà. Et donc en 1984, les premières expéditions, on parlait d'ailleurs des pôles, mais c'était en Antarctique à l'époque, mèneront des Français avec des Soviétiques à l'époque. Jean Jouzel, Claude Lorius, grande figure, aujourd'hui disparue, récemment disparue, très grande figure de glaciologue. Il faut d'ailleurs regarder ce petit moment d'apostrophe dans cette émission où il y a Claude Lorius et Cousteau. Et Lorius dit que le climat va mal. Oh, Cousteau, il n'y croit pas. Hein. C'est juste avant 84, je crois. Et donc, ce n'était pas du climato-scepticisme, c'est parce qu'on ne savait pas. Parce que les scientifiques ont pu documenter, et en l'occurrence c'est les Français, grâce à un corottage de glace, les effets désastreux de la période industrielle sur le climat. Et dans le fond, c'est ce que nous livre comme témoignage la glace aujourd'hui, c'est-à-dire la mémoire de ce climat, la précipitation, avec
une seule recommandation. Si nous pouvions tous sortir de cette salle, oui, monseigneur, vous pourrez, vous, parce que vous n'avez pas d'intérêt économique, vous n'avez pas de grande compagnie pétrolière installée à Monaco, mais si chacun d'entre nous pouvait dire et aller dire à 10 personnes, qui diront à 10 autres, qui diront à 1000, qui diront à l'ensemble de l'humanité, qu'il faut arrêter d'aller chercher au fond des océans ceux qui se trouvent là très au calme et qu'il faut laisser tranquille dormir le charbon, le fioul et le gaz, c'est la seule solution. Si c'est extrêmement simple à comprendre, hein. C'est 1,5 degré, si vous en voulez 4 ou 5 ou 6, allez chercher au fond de l'océan, continuez. Donc, pour le coup, l'équation, elle est très simple, elle nous a été apportée par les scientifiques. Il faut véritablement, et c'est pas fustiger, c'est pas désigner les énergéticiens qui font ce travail de transition et qui doivent s'adapter évidemment, mais il faut leur mettre la pression, nous mettre la pression nous-mêmes, aller chercher les autres énergies, les énergies du futur que vous avez ici à travers les éoliennes, que vous évoquez à travers les hydroliennes aussi, évidemment, grâce à votre réseau industriel ici à Cherbourg. Mais il faut véritablement arrêter de faire appel à ces matières-là, notamment dans l'Arctique. Dans l'Arctique, vous savez, on a, et quand Romain Troublé va s'y trouver, et les scientifiques avec la station arctique, on a un bassin qui sera, j'espère, propre toujours à l'exploration scientifique, mais qui est un bassin très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est le réceptacle de deux très grandes richesses, ces hydrocarbures qui sont là, et nos amis norvégiens, parfois d'ailleurs, y vont. Hein. Ce gaz, 18% du PIB de la Russie. Donc évidemment, la Russie, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas envie d'aller plus loin encore. Mais le danger est majeur de ficher en l'air la biodiversité de ces régions. Et le deuxième, évidemment, la deuxième attraction économique qui va faire que c'est un espace de tension stratégique pour les armées de pays qui ne s'aiment pas vraiment. Chine, États-Unis, OTAN, Russie. Vous avez là vraiment, dans un petit bassin, beaucoup de pays qui sont rivaux, pas uniquement systémiques. Vous avez la perspective, en effet, en raison de la fonte de l'inlandsis groenlandais et de la région arctique, du passage, du renversement du transport maritime qui passe par Suez aujourd'hui et qui peut, aux horizons de 2080, peut-être, pour une partie, en tout cas en termes de containers et de grands bateaux, passer par le nord arctique. Et là, on sera vraiment dans un espace extrêmement stratégique, économique, où s'il n'y a pas de tension, c'est que vraiment les hommes seront devenus sages. Alors, on sait depuis 1984, 1986, les travaux qui ont été faits à Grenoble, les effets du changement climatique. On sait que la raison majeure, c'est les énergies fossiles. Et donc, tout ça est assez nouveau. 84, c'est 2 ans après la première constitution. Il n'y avait eu aucune constitution de l'océan. Dans le fond, le dernier grand traité sur l'océan, on pouvait dire, c'est celui qui partageait le monde en deux, le traité de Tordesillas, quand l'Espagne et le Portugal se partageaient le monde en deux. Et entre 1494 ou 94, je crois, et il a fallu attendre quand même beaucoup de temps, 1982, pour que les Nations Unies se mettent ensemble pour réfléchir à cet espace stratégique. Il est stratégique pour toutes les raisons que vous savez. Il est stratégique parce qu'aujourd'hui, il porte 95% du commerce mondial. 95% du commerce mondial est un commerce maritime, donc avec les enjeux que nous connaissons. D'ailleurs, petit chiffre, nous sommes aujourd'hui à 3% d'émissions des gaz à effet de serre par le transport maritime en 2023. Si en 2050, il n'y a pas de décarbonation de ce transport maritime sera responsable de 17% des gaz de serre. Donc en 2050, c'est dire qu'il faut vraiment, et c'est ce que font d'ailleurs la plupart aujourd'hui des grandes entreprises de transport maritime, c'est cette décarbonation. Alors, 1982, les pays se décident à protéger l'océan, à construire une gouvernance de l'océan. Beaucoup de choses tiennent évidemment dans l'engagement des scientifiques, etc. Mais beaucoup de choses tiennent évidemment dans les États. À Françoise Guez, quand on lui posait la question de savoir si les COP servaient à quelque chose, on peut toujours se poser la question. Mais enfin, c'est vrai que depuis l'accord de Paris, qui était très fondateur en 2015, donc la COP 21, on a maintenant là un repère qui est celui du climat, du chiffre du climat. Et tous les ans, les pays, sous la pression, et il faut que la pression des sociétés civiles, de la jeunesse évidemment, se fasse entendre, on a quand même un point de rendez-vous. C'est assez rare
dans les moments de multilatéralisme très complexes que nous vivons aujourd'hui, avec le match qui s'annonce cruel entre les deux nouvelles grandes puissances, enfin en tout cas l'une d'entre elles déjà grande puissance, et la Chine, y compris en mer. Aujourd'hui, la Chine a dépassé en tonnage, en termes de marine militaire, ce que les États-Unis possèdent. C'est historique, hein, ça s'est passé en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis sont passés devant le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, on est à un moment de basculement. Vous avez entendu tous, et nous entendons tous parler de Taïwan, mais il n'y a pas que Taïwan. Toute cette mer de Chine méridionale est, en plus de la région arctique, un très grand espace de tension, évidemment, avec encore beaucoup de revendications de souveraineté entre les différents pays asiatiques, de grandes tensions entre le Japon, la Russie, la Chine, le Vietnam, évidemment Taïwan. Cette guerre du sable aussi que mènent les Chinois, impitoyables face à Taïwan. La question des câbles, où là, vous allez avoir des câbles qui sont extrêmement stratégiques et qui transportent, comme vous le savez, 99% de notre échange et de nos dialogues de par la planète. Vous avez là un autre espace de danger. Les espaces de risque, ils ne sont pas très loin de chez nous. Ils sont en Méditerranée orientale. Encore d'ailleurs pour des questions d'énergie fossile entre la Turquie et la Grèce, où là les tensions sont réelles. Donc je pense véritablement que la gouvernance est essentielle. Il faut de la sagesse. En 1959, au pire moment de la guerre froide, les Russes et les Américains ont réussi à se mettre d'accord, nous avec, la France et d'autres pays, pour sanctuariser, ce qui dans l'histoire du monde n'a jamais existé, aucune négociation diplomatique n'a réussi à faire, à sanctuariser 80% des ressources d'eau douce au monde, à savoir un continent entier, le continent blanc, l'Antarctique. Et c'était à travers ce traité de l'Antarctique qui a donné lieu après à ce qu'on appelle le protocole Madrid, qui protège ce continent et qui en fait un espace de paix et de science dû à Michel Rocard, le premier ambassadeur des pôles après Ségolène Royal à qui j'ai succédé. Ce traité de l'Antarctique doit être un modèle pour nous, parce que véritablement considérer qu'il faut classer ces espaces, et le prince Albert a été tout à fait décisif, merci encore en 2016, pour le classement d'une aire marine protégée que portait fortement le président américain, et la mer de Ross. Il faut continuer ce classement de mer marine protégée. Alors, les classer, c'est bien, les protéger après, évidemment, c'est l'autre sujet. Mais nous avons des sujets importants et qui montrent bien, en tout cas, qu'en 2048, quand ce traité de l'Atlantique pourra être revu, puisque c'est la clause de revoyure, l'opposition depuis maintenant des années de la Russie et de la Chine à ce classement laisse à penser que l'irénisme de l'époque ne sera peut-être plus du goût de l'époque et que les ressources minières extrêmement importantes que contient à la fois les eaux australes, mais évidemment le continent antarctique lui-même, seront en péril. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est celui de Tara, d'une certaine manière, puisqu'on va parler d'Arctique. C'est celui d'une grande catastrophe, pardon, hein, c'est jamais bon d'aller dîner ou en tout cas de préparer la soirée en parlant de catastrophe, mais enfin, essayons de le dire avec sourire, de l'effondrement de ce qu'on appelle la cryosphère. La cryosphère, c'est pas très sexy en soi, sauf que c'est vital pour notre humanité, puisque c'est l'ensemble du système de la glace qui existe à la fois sur les continents, principalement sur l'Arctique, et principalement dans le Groenland, donc, où dont la calotte glaciaire est très importante. La seconde autre grande calotte glaciaire, c'est l'Antarctique, évidemment qui est là pour le coup considérable, plus de 2000 mètres de hauteur de glace, d'épaisseur de glace, des centaines de milliers d'années qui sont là. Et puis c'est tout le système de la glace de mer, c'est tout le système surtout des glaciers. Voilà. Alors pour nous, Français, les glaciers, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose pour les Africains, Kilimanjaro, ça veut dire quelque chose évidemment pour le monde asiatique avec tous les grands sommets de l'Himalaya, ça veut dire quelque chose pour tous les latino-américains, pour les nord-américains, pour les européens. Ce système des glaciers, 200 000 au monde, est en train de s'effondrer considérablement, comme globalement ce système de la cryosphère. Quelques chiffres, 2050, sur les 200 000 glaciers, il n'en restera plus que 100 000, donc 100 000 vont mourir. Donc allez voir la mer de glace, faites des photos, dites-lui au revoir, adieu, à jamais. Et ce qui est assez terrible d'ailleurs, c'est qu'en montant pour le président de la République qui nous l'a demandé, ce premier One Planet Polar Summit qui aura lieu du 8 au 10 novembre à Paris, j'ai essayé de me documenter un peu sur le souci que nous avions de nos propres glaciers.
Et en interrogeant les différents ministères, les nombreux organismes qui existent, enfin qui sont innombrables, en France, il y a un organisme pour chaque sujet. J'ai découvert avec surprise qu'il n'y avait pas, l'organisme de protection des glaciers, etc., qu'il y avait des scientifiques, heureusement, hein, qui sont à Grenoble, mais que la réponse des pouvoirs publics, la réponse d'ailleurs que je me fais à moi-même, en fait, c'est que dans le fond, comme ils vont fondre, il n'y a rien à faire. C'est irréversible. On ne peut pas inventer, on ne peut pas retarder la fonte des glaciers. Et cette fonte des glaciers, bon, en Europe, ça aura un impact évident sur les populations, sur les paysages, sur le tourisme d'ailleurs, entre nous d'ailleurs, si on veut évoquer cet argument. Mais imaginez qu'en 2100, l'ensemble des sommets, les 14 sommets les plus hauts du monde, de l'Himalaya notamment, seront sans glace. Ils seront sans glace. Ça sera 1,5 milliard de personnes qui seront privées d'eau douce. Donc avec des déplacements climatiques considérables, avec des problèmes évidemment d'agriculture évidents, avec la production d'électricité qui va disparaître. Donc 2100, 1,5 milliard de personnes seront touchées par cette question de la fonte de la cryosphère. 2100, tout dépend de l'Antarctique. Aujourd'hui, le Groenland va devenir, je pense, l'Eldorado à venir, parce qu'il va y faire assez bon. On ira passer ses étés au Groenland. En hiver, il fera doux. Il y a de la place. Hein, c'est grand comme la moitié de l'Europe. Il y a 50 000 personnes. Donc, les Groenlandais qui veulent développer le tourisme cherchent des gens. Donc, il est probable que la population va augmenter de manière extrêmement importante, même si aujourd'hui on n'a pas forcément envie d'aller s'installer au Groenland. Ça peut devenir à la mode dans peu de temps, quand on aura eu tellement chaud que ça sera agréable de prendre le frais là-haut. Mais le Groenland s'effondre. Et le Groenland, ça veut dire, en termes d'élévation du niveau de la mer, les chiffres vraiment les plus honnêtes, mais on est en 2023 et on parle de 2100. Hein, donc quand on pense aux chiffres qu'on avait en 1980 sur le climat et ceux d'aujourd'hui, il faut probablement les multiplier, mais enfin bon, les chiffres sont d'une prévision d'1,20 m d'élévation du niveau de la mer à l'échelle globale. Cette petite affaire de Groenland dont tout le monde se fiche, c'est 1,20 m d'élévation du niveau de la mer à l'échelle globale du monde. Ce qui veut dire que selon les bassins, vous avez plus ou moins, et qu'évidemment, au-delà des îles du Pacifique, qui donneront l'exemple probablement assez bientôt en devenant un État des Nations Unies numérique, Kiribati.com, Tuvalu.com, avec ces déplacements de population qu'on connaît déjà, puisqu'ils sont installés aux Fidji, en Australie, ils vont quitter leurs terres, leurs îles, et le prince connaît bien toute cette région du Pacifique. Au-delà de ces États, il faut imaginer une inondation assez considérable de bassins entiers, évidemment, du Bangladesh, mais de grandes villes françaises, Le Havre, Bordeaux et d'autres. Je crois d'ailleurs qu'il y a maintenant 83 communes qui sont classées en danger, qui d'elles-mêmes se sont manifestées, dont mon petit village de Trégastel en Bretagne, pour pouvoir travailler sur l'adaptation des zones côtières et littorales. Ce qui se passe et qui fait que quand vous ferez l'édition 23 ou 24, cher Alain Semama, que je salue, mon complice, à Cherbourg, ce qui se passe en 2050, il y aura un grand changement, une grande différence, c'est que nous serons 2,5 milliards de plus, c'est-à-dire 10 milliards. Dans ces 10 milliards, on le sait, 7,5 milliards, c'est-à-dire les 3 quarts, 75%, vivront par une sorte d'effet, comme si d'ailleurs on avait envie du danger, vivront à moins de 75 km d'une côte. Donc les hommes, les femmes se seront rapprochés en très grand nombre de ces côtes ici. D'ailleurs, je pense que le prix du mètre carré dans le Cotentin augmente, j'imagine, parce que les gens ont envie d'aller. On l'a vu évidemment pendant la période de confinement, pendant le Covid. Les gens se rapprochent irrésistiblement de la mer partout au monde. Pour ces bonnes raisons, évidemment, du bon air du Cotentin, de toutes les qualités uniques de cette région, mais aussi, hélas, pour d'autres raisons, dans d'autres endroits du monde, pour la migration. Comment vous voulez migrer si vous ne traversez pas à un moment donné la mer? Et les migrations qu'on connaît aujourd'hui, on parle de la mer, mais enfin bon, c'est vrai que ça n'est pas qu'un cercueil de carbone, un cercueil d'individus aujourd'hui. Et donc ces migrations climatiques, pour avoir été ambassadeur en Tunisie, je me souviens qu'à l'époque, on savait qu'il y avait 800 000 migrants qui s'étaient collés aux frontières de la Libye, qui venaient de partout en Afrique pour passer, et peu à peu, ils passent
Et après, avant, ils ont été battus, ils ont été violés, ils ont été maltraités, mais enfin, un jour, ils passent. Puis, une fois sur deux, malheureusement, ils disparaissent dans la Méditerranée. Donc, cette pression aussi qui fait que partout, les grandes villes s'installent, l'importance du commerce maritime, le développement de ces grandes métropoles urbaines. Et les Chinois, par exemple, sont très préoccupés par ces questions d'élévation du niveau de la mer, parce que véritablement, leurs grandes villes, leurs grands ports sont très exposés, comme New York. Bon, Venise, on sait, hein, c'en est devenu d'ailleurs une sorte de marque de fabrique. Mais bon, toute l'humanité ne rêve pas de vivre sur des canaux, dans des gondoles, avec la place Saint-Marc inondée pendant les grandes eaux. Et donc, 2050, ça sera ce moment de la rencontre entre les hommes qui auront avancé considérablement au bord de la mer et qui donc forcément exerceront une pression anthropique très forte à vivre au bord de la mer. On projette des déchets, on projette du plastique. Le traité de plastique à usage unique, même s'il est signé, n'empêchera pas qu'on produise du plastique. Et de toute façon, il est là pour longtemps. Vont donc s'attaquer à la mer, va continuer à vouloir habiter au bord de la mer. Vous avez, vous, les élus, un rôle considérable pour faire que cette artificialisation des espaces littoraux soit vraiment très contrôlée. Avec cette rencontre qui va être, je pense, et je le disais quelques jours avant la catastrophe de Derna, sur laquelle je vais revenir, la tempête Daniel, vont provoquer des rencontres terribles entre l'océan et l'homme. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'océan. Il faut bien l'aimer. Si on veut bien aimer, il faut bien connaître. Pour bien connaître, il faut savoir bien maîtriser aussi. Et il faut une vraie gouvernance. Et notamment, par exemple, dans le domaine de la météorologie libyenne, il y a eu 10 000 morts. Parce qu'il y a eu tout simplement, comme vous le savez, il faisait chaud. En Grèce, en Turquie, en Jordanie, la température de l'eau a monté. Alors, je ne suis pas scientifique, mais enfin bref, ça produit de la vapeur. Et la vapeur avec une tempête qui devient une tempête subtropicale. Et les Libyens qui étaient à l'autre bout de l'histoire, à l'autre bout de la Méditerranée, qui vraiment n'imaginaient pas qu'une tempête puisse arriver du jour au lendemain sans que la météorologie libyenne soit au courant, du jour au lendemain, enfin en quelques heures, 10 000, 12 000 disparus, donc probablement malheureusement 12 000 morts aussi, plus les 3 000 déjà comptabilisés. Donc ces phénomènes extrêmes, on les comptabilise, vous les avez comptabilisés, vous avez vu l'ensemble des phénomènes qui se sont passés cet été, rien qu'en dans notre Méditerranée. Évidemment, on montre qu'il y a un accroissement des phénomènes naturels par nous, par notre action de carbone, des phénomènes extrêmes de pression évidemment sur le littoral. Cette rencontre, elle est inévitable, il faut s'y préparer. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que, en reprenant un peu l'image d'une étoile de mer pour essayer de comprendre ce que c'est que la mer, il me semble qu'il y a 5 branches sur lesquelles nous, Français, mais nous monégasques, on se sent tous un peu monégasques, et nous devons agir. Parce que nous avons des réponses pour les 5 questions. Et tous les pays ne l'ont pas. Tous les pays n'ont pas, à Monaco, vous l'avez, cette surface maritime rapportée à votre propre espace terrestre. Mais nous avons, nous, en effet, Français, cet premier ou deuxième espace maritime, selon qu'on refait le calcul du plafond continental. Mais nous avons cet espace maritime considérable, 10 000 km². Donc c'est vrai que quand la France dit, par exemple, et que le président de la République dit, ce qui a été une grande surprise pour beaucoup d'ONG, qui accusent souvent, je trouve très injustement, d'inaction climatique, mais quand il dit « je demande l'interdiction d'exploitation des fonds marins », quand un membre du syndicat de copropriété de l'océan mondial dit « moi j'ai quand même 10 millions de kilomètres carrés et je m'applique à moi-même cette interdiction », soutenu d'ailleurs en ça par l'expression des parlements de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, qui sont des régions autonomes et qui eux-mêmes décident de ne pas exploiter cette zone économique. Quand on prend cette responsabilité, parce qu'on a ces grands espaces, évidemment, on trace peut-être un chemin sur lequel on espère que d'autres pays vont nous rejoindre. Et donc, d'être puissant en termes d'espace, ça veut dire en effet avoir une responsabilité sur tout ce qui est la protection. Nous le faisons en Méditerranée, l'accord Pélagos avec Monaco et l'Italie. Nous le faisons aussi dans l'océan austral avec les terres antarctiques et françaises. Ça, c'est la première étoile de mer. On est gâté, on est verni.
La deuxième, elle est celle de la projection. Oui. Je sais qu'il vous reste 4 étoiles. Oui, mais c'est fini. Hein, donc, très bien. Je vous laisse les développer en quelques minutes, s'il vous plaît. Normalement, en 4 minutes, c'est terminé. Vous voyez. Superbe. C'est assez organisé chez moi, hein, je ne vous cache pas. C'est pas mal, vous savez, on a l'habitude d'être interrompu. Non, il n'y a pas de problème. Je vous laisse poursuivre, comme on a déjà dépassé. La deuxième, c'est la projection militaire, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais donc, c'est notre capacité de nous projeter, nous, à travers une marine nationale, et aussi de sécuriser des espaces et de les protéger. La troisième, elle n'est pas négligeable, et c'est ce que vous faites ici à Cherbourg, c'est l'économie bleue. Vous savez que si on considérait l'océan comme un pays, il serait le 6e PIB mondial. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Transport maritime, c'est beaucoup d'argent. La construction navale, c'est beaucoup d'argent. Ça n'en rapporte peut-être pas assez, mais enfin, c'est quand même des volumes importants. La pêche, évidemment, l'aquaculture, le tourisme. C'est donc évidemment une étoile de mer importante, enfin une branche de l'étoile de mer. La quatrième, c'est la science et la culture. Ça, vraiment, vous avez raison de mettre les scientifiques au cœur de votre réflexion. C'est eux qui nous apportent la vérité. Ce sont eux qui sont ici. Alors, on a notre étoile de mer, notre Estrella, qui s'appelle Françoise Gale, et qu'il faut saluer toujours un peu plus, parce qu'elle porte aujourd'hui la création d'un GIEC des océans, qui apparaîtra, je pense, dans quelques mois et quelques années comme étant un outil extrêmement utile. Et puis, la cinquième branche, c'est la protection. Et c'est là-dessus que nous devons nous engager tous. Il faut renverser le paradigme. Jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, la règle pour l'océan, c'était l'exploitation. On y va, on pêche, on transporte, on creuse, on va chercher ce qu'il y a au fond de la mer, on l'exploite la mer. Et puis la protection, c'était l'exception, mais il faut quand même faire attention. Je crois qu'aujourd'hui, ensemble, et à travers ce que vous faites aujourd'hui, il faut renverser ce paradigme, il faut faire de la protection la règle et faire de l'exploitation l'exception. Alors, on va essayer, nous, Français, d'être à la hauteur de nos défis avec Monaco, à Nice. Alors, c'est en juin, donc ça ne fera pas de concurrence à Grand Océan. Ça sera donc à Nice en juin 2025. Ça sera, j'espère, ce que a été la COP21 pour le climat. Ça sera pour l'océan, cette grande réunion des Nations Unies, 100 chefs d'État qui seront présents. Et ensemble, avec vous, Monseigneur, et avec le Président de la République, nous essaierons d'amener tous les pays à de la sagesse, à de la gouvernance partagée, à de la protection, à l'interdiction du plastique, à l'interdiction des fonds marins, à de la science, toujours plus de science. Et je vous donne rendez-vous pour préparer l'édition 2025 de Cherbourg, qui fera un peu le bilan juste après. Juste après, il y aura eu évidemment un forum de Bizerte certainement aussi qui sera tenu. Merci à vous. Et puis, essayez de faire passer le message sur les énergies fossiles si vous êtes d'accord. Voilà, ça nous aidera beaucoup. Merci beaucoup. Olivier Prevet d'Arvor, je vous invite à descendre de scène. Merci beaucoup. Nous allons conclure cette journée. Ne partez pas, parce qu'on va vous donner la parole maintenant. C'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup de choses depuis 15h30. Et vous avez sans doute des questions, besoin de précision. Je vais inviter Dominique à me rejoindre. Alors, je sais que ça peut être un peu impressionnant. On se dit, je ne veux pas me lancer dans le bain, poser la question à un ou une scientifique. Je vais avoir l'air un peu bête, je ne sais pas quoi dire. Aucune question n'est stupide. Elles sont toutes les bienvenues. On a embrassé plein de sujets. On a planté le décor, si je puis dire, cet après-midi de cette seconde édition du Festival Grand Océan. Dominique est à mes côtés pour distribuer la parole en fonction de vos questions à la bonne personne. Dès que je dis question, tout le monde part. Ça m'inquiète un peu. Il y a forcément 2-3 petites choses. Sinon, si je vous promets que je fais une petite danse, est-ce que vous restez? Non, pas non plus. Alors, plus sérieusement, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une question et souhaite la poser? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Vous pouvez vous lever comme ça. On accueille votre question, bienvenue. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut lui allumer le micro? Ce sera beaucoup plus pratique en régie. Allô? Alors allô, attendez, ils sont en train de mouliner pour que le micro marche. Est-ce que la moulinette est bonne? Alors, je vais donner mon micro. Allô? Un autre? Allez, on y va. Hop. La question arrive dans une poignée de secondes et Dominique nous dira qui sera le mieux ou le mieux à même de répondre. Allô? Allô, allô? Décidément, je crois que le monsieur des micros a aussi quitté la salle. En régie, c'est d'y aller. Allô? C'est l'heure. Allô? Ils sont à l'apéro. 1, 2, 3. C'est bon, ça marche. Oui, bonsoir. Yves Lequéré à l'appareil.
enfin l'appareil, au micro. J'ai une question que je vous pose à vous, je ne sais pas après si vous la répercutez, mais ne trouvez-vous pas tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, enfin tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, de pouvoir réunir à la fois les politiques, les économiques et le grand public, que ce n'est pas utopiste? Je pense que Bruno David aurait vu la position qu'il a eue comme directeur pas président, décidément, Bruno, ne m'en veuillez pas, président du Musée national d'histoire naturelle. Monsieur pose la question, en fait, de la vitesse d'intervention entre les scientifiques, le temps long, l'économie rapide et les ONG encore plus rapides. Comment ça peut s'articuler? On vous apporte un micro pour Bruno David. Bruno, est-ce qu'on peut apporter un micro devant? Merci beaucoup. Vous avez eu affaire aux politiques, Bruno. Oui, donc j'apprécie énormément la manière dont Dominique vient de me refiler la patate chaude, en quelque sorte, ce qui m'impose de construire une réponse, si possible, intelligente. Non, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on est collectivement face à un problème, on est tous face à un problème, l'humanité est face à un problème qu'elle doit résoudre. Il faut faire appel à la conscience individuelle de chacun en essayant de voir ce qu'on peut faire. Il faut faire appel aux politiques en essayant de les convaincre à tous les niveaux de la politique, parce que les décisions se font à tous les niveaux des territoires, y compris au niveau international. Quand on parle des négociations sur la haute mer ou des choses comme ça, on est bien évidemment au niveau international. Et puis ce que j'ai identifié au cours de mes années de présidence au Muséum et dans lequel je me suis le plus investi sans doute, c'est d'aller parler aux entreprises. Il faut que les scientifiques sortent de leur tour d'ivoire, quittent leur habit de chevalier blanc et aillent parler aux affreux des entreprises. Vous imaginez l'effort pour un scientifique. Il faut aller parler aux entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises, si on arrive à les convaincre qu'il faut placer les sujets d'environnement, les sujets de biodiversité, en amont dans leur stratégie, et pas simplement comme un truc qu'ils vont financer en aval une fois qu'il leur reste un peu d'argent à la fin de l'année. Je leur dis toujours, si vous reste de l'argent à la fin de l'année, vous pouvez toujours financer le muséum. Mais ce n'est pas ça que j'attends de vous. J'attends que vous considériez les sujets de biodiversité en amont dans votre stratégie. Et pourquoi les entreprises? Parce qu'elles sont nombreuses. Parce que quand une entreprise décide de faire quelque chose, il ne se passe pas des lustres avant que ça se mette en application, contrairement à ce qui peut se faire au niveau politique, pour des raisons que j'absous totalement d'ailleurs. Je comprends les difficultés des décisions politiques, mais une entreprise, ça peut aller vite. Les entreprises ont des moyens, elles sont aussi en lien direct avec des consommateurs qui peuvent faire pression sur elles, et ça marche. Donc on a un levier très important, et nous, en tant qu'individus, le levier qu'on a vis-à-vis de ces entreprises aussi, au-delà de la force de conviction qu'on peut leur apporter, nous, scientifiques, c'est qu'on a l'utilisation de notre carte bleue. Et que ça, c'est un outil formidable qu'on, sans doute, on sous-utilise. Autrement dit, avant que chacun de vos gestes de consommation, posez-vous la question de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter, pourquoi vous l'achetez à ce moment-là, et à qui vous l'achetez. Et si on est énormément, très nombreux à le faire, ça me rend optimiste. Je me dis, il y a quand même des marges de progrès. Et aussi, pour terminer, pas être trop long, quand on va faire passer un message, et si on va vers les entreprises, il ne faut pas hésiter à aller fréquenter les plus infréquentables. Parce que c'est là que sont les marges de progrès les plus importantes. Aller voir une entreprise qui est déjà très vertueuse, on va avoir une marge de progrès. Si on va voir, disons un exemple, une grande compagnie pétrolière française, là, si on arrive à convaincre 10% de l'intelligence de cette compagnie, on aura fait vraiment des gros progrès. J'ai fait des interventions devant le staff d'HSBC, par exemple, et vu le nombre de milliards qu'ils manipulent, je me suis dit là aussi, si je réussis à convaincre 10% d'un cerveau, j'aurais gagné beaucoup de choses et j'aurais fait faire beaucoup de progrès. C'est comme ça qu'on pourra avancer. C'est vraiment une aventure collective. Chaque geste individuel compte. Les grands gestes collectifs au niveau de la politique, ça compte aussi. Et puis entre les deux, il y a les entreprises. Et nous avons chacun des moyens d'action, des leviers d'action envers ces entreprises. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, allons-y, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Merci. Merci, bravo. Monsieur le vice-président de la région et très connaisseur du littoral. Oui, tout à fait. Non, je voudrais dire, c'est la fête aux politiques, et donc je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'ils sont recroquevillés dans un coin en attendant que l'orage passe. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un politique.
D'accord? Moi, j'ai eu un métier toute ma vie. Après, j'ai un mandat électoral, mais parce que je suis citoyen et que je me suis présenté. Et puis, bon, le hasard a fait, ou peut-être un petit talent de société fait que j'ai été élu. Mais franchement, j'y vais parce que j'ai envie de faire bouger les choses. Hein. Et donc, pas du tout à considérer que c'est une place enviable, etc. Moi, j'ai commencé à militer avec Brice Lalonde. Alors, oui, c'est vrai. Bon, donc, bah oui, si c'était il y a quelques années, on se revoit toujours avec beaucoup de plaisir. C'était du temps de... Je vendais la gueule ouverte à la sortie de la fac. Enfin bref, avec les Amis de la Terre, on a un long compagnonnage. Je peux même dire que j'espère qu'il n'y a pas de vieilles photos qui vont sortir, parce que j'ai fait à peu près toutes les manifs contre la centrale nucléaire de Flamanville. Donc oui, donc je me retrouve vice-président à l'environnement, c'est pas un hasard. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que Bruno, franchement, il fait de la politique. Ce qu'il vous dit, c'est de la politique. Donc moi, je suis élu, mais je ne me considère pas comme un politique. Je ne sais pas ce que c'est qu'un politique. Un citoyen, il fait de la politique. Bon. Et Bruno, tu as cité un truc fantastique que moi, j'ai découvert aux États-Unis. C'est Ralph Nader. Je ne sais pas si vous connaissez Ralph Nader. C'est lui qui a inventé les mouvements de consommateurs, les class actions contre les grands groupes, etc. Et lui disait, votre carte bleue, elle est aussi puissante que votre carte d'électeur. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous dit les grandes surfaces, c'est abominable, etc., je dis les grandes surfaces, si vous n'y allez plus, elles sont mortes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est aussi con que ça. C'est vous qui décidez. Et donc, mon grand message, c'est vous avez aussi un pouvoir que vous ignorez. D'accord? C'est dans la façon dont vous consommez les choses que vous pouvez agir. Et pas dire, bon, bah ouais, ça c'est l'affaire des politiques, ces andouilles-là, ils ont qu'à se démerder mieux que ça, et puis ça ira mieux. Non, non, c'est l'affaire de tous. Et là-dessus, on se rejoint. Je crois que Et l'écologie, c'est un truc trop important pour qu'on ce soit l'apanage d'un groupe politique, quel qu'il soit. Moi, je suis pour une écologie pragmatique et positive. Parce que c'est vrai que de dire, bon, on va tous mourir, c'est pas... Enfin, je veux dire, comme motivation, c'est quand même pas topissime, quoi. Bon, hein, bon. Alors, donc, franchement, on peut agir. Vous vous souvenez, enfin, là encore, je vais très vite. On serait tenté de croire que c'est foutu et qu'on ne va pas y arriver. Est-ce que vous vous souvenez, moi, le gros débat, c'était la couche d'ozone. Franchement, et en s'y mettant assez rapidement, c'était un problème plus simple. Hein. On a réussi à arrêter les émissions de gaz, les CFC, d'accord, et on a réussi à reconstituer la couche d'ozone. Donc, je pense qu'on peut agir. Bon, par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on se mène, quoi. Et puis, je vais vous dire, en tant que maire d'une commune littorale, je peux vous dire, il faut qu'on se dépêche, parce que, bah oui, ça monte. Franchement, ça monte, on le voit. Le niveau moyen de la mer monte, il y a des reprises d'érosion. D'ailleurs, on voit un petit peu partout, il y a des décharges côtières qui réapparaissent, parce qu'il y a des reprises d'érosion, il y a des modifications du trait de côte. Dans la Manche, on est vachement au courant de tout ça. Je ne suis pas pessimiste, mais je dis, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, on est tous d'accord. Et j'ai beaucoup aimé tous les discours qui disent, quand on a à prendre une décision, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de demander aux scientifiques un éclairage avant de prendre notre décision. Et là, on est d'accord. C'est pour ça qu'on a créé en Normandie un GIEC normand avec Hervé Morin. Et toutes les politiques qu'on fait maintenant à la région, elles sont validées par le GIEC normand en disant, est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Donc, je crois qu'on est en train d'essayer d'accélérer. Mais il faut qu'on accélère encore, très sincèrement. Voilà, c'était un petit peu... Merci. Hubert Dejean de la Bâtie, donc vice-président de la région de Normandie. On va devoir s'arrêter là, mais j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on se retrouve demain dès 9h pour la suite de cette seconde édition du Festival Grand Océan. On va encore apprendre plein de choses. Et un des grands moments, ce sera l'après-midi où nous aurons avec nous celui qui murmure à l'oreille des cachalots. C'est sa bande de potes. Ça va être un grand moment demain après-midi. Et puis d'ici là, la seconde bonne nouvelle, c'est qu'il y a dans 1 minute, 18h50 précise, le spectacle de marionnettes Replongé qui se tient juste à l'extérieur de cette salle. Il y a une petite boîte. Je vous invite à y aller parce que vous allez passer un super moment. Donc, c'est pas compliqué. Vous sortez de cet auditorium et rendez-vous pour assister à ce spectacle de marionnettes. Passez une excellente soirée. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis à distance. Et à demain. Au revoir.